La vérité vous rendra libre, chapitre 28. Les amis du passé et les événements présents. Je vais présenter ici certains événements qui sont liés au passé, encore une fois, mais je ne pourrai pas donner tous les détails, pas encore en tout cas, car ce sont des gens dont je vais parler qui sont liés du passé, et pour le moment je ne pourrai parler que du passé. La première personne, c'est un monsieur qui s'appelle Bernard Champagneur, et qui est un monsieur qui était au Bonfin avant, et qui était le responsable du groupe de Lyon. En fait, il a été le premier à être en contact avec mes messages. Car d'abord, j'ai connu le maître Omram au Bonfin, directement de son vivant. Puis, je me suis éloigné pendant des années. Puis, j'ai appris le décès du maître Omram. Puis après, j'ai eu ces contacts directement à travers mon ami. Et ensuite, avec le temps, avec la pratique, j'ai appris à développer ces choses par moi-même et des contacts directs. Et tout cela a été fait dans un secret total, sans aucun échange avec qui que ce soit. Et un jour, j'ai reçu un message pour Bernard et Dominique, sa femme. Et en recevant ce message, j'étais invité à donner ce message. Ce message, grosso modo, disait pour la famille Champagneur, il y a une énorme vague qui arrive vers vous, soit vous restez dans le lit de la rivière, vous serez noyé, soit vous restez au bord de la rivière et vous serez abreuvé. La vague vient, maintenant c'est à vous de décider où est-ce que vous allez vous tenir. En gros, de ce que je me souviens du message, c'était à peu près ceci. Et voilà que j'apporte ce message à Dominique et à Bernard. C'est la première fois que j'apporte un message, que j'explique à des gens, ben voilà, ça fait des années que je suis en contact avec certaines entités, et donc j'ai un message pour vous. Quand même très particulier à apporter ça la première fois. Et j'explique ça à Dominique et à Bernard, et Dominique est très intéressé. Bernard, lui, ne l'est pas. Donc je me souviens, j'étais dans leur salle à manger, je crois me souvenir qu'il y avait une grande table avec des grands bancs, et Bernard se lève, et il part de la salle à manger, il dit non mais ça ne m'intéresse pas, et se dirige vers une porte, je suppose pour sortir ou pour aller dans une chambre, et il passe devant le téléphone. Un fixe, en ce temps-là, il n'y a pas de portable, c'est bien avant toutes ces choses-là. Et juste quand il passe par là, le téléphone sonne. Et il décroche et il dit non, allô, oui, non. Non, c'est une erreur. Non, je vous en prie, merci, au revoir. Il raccroche, il se retourne vers moi et il a l'air très surpris, très, très embarrassé. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, c'était une erreur. Quelqu'un qui demandait Monsieur Source. Il me regarde, il dit, c'était quoi ton message? Et il revient vers la table et on s'assied et on le relit ensemble. Et Bernard, en étant simplement utilisé par le cosmos, une des premières personnes qui m'a transmis un clin d'œil cosmique en me disant « T'inquiète pas, on est avec toi, ça se passe bien, tu fais ton travail, c'est bien. » Et entre une vague qui arrive et Monsieur Source, c'est vrai que Bernard a accroché. Et Bernard, qui était donc le responsable de Lyon, à un moment où je m'intéressais à certaines choses, où j'étais, je pense, je crois me souvenir, sur le point de retourner au Bonfin, envoyé par Maître Omram à travers ses messages pour aller là-bas et pour clarifier des choses. Eh bien, Bernard donc a été le premier, avec Dominique, à témoigner mon premier message transmis à d'autres personnes que moi-même, après des années de travail personnel et totalement secret. Et ce même Bernard, eh bien, à travers mes livres, grâce à quelqu'un qui m'a contacté, parce que je cherchais la famille Conquet, eh bien, quelqu'un qui m'a contacté sur mon adresse internet et qui m'a dit Sarah Conquet, elle est sur Facebook. Effectivement, en faisant des recherches après sur Facebook, on a trouvé Sarah Conquet, on a trouvé
Pierre-Jean Canquet, son ex-mari, et aussi Bernard Champagneur, un ami commun, tous du bon fin. Alors depuis lors, Bernard a fait un travail magnifique dont je ne peux pas parler à l'heure actuelle, non pas parce que je ne veux pas le faire, mais simplement parce que j'attendrai toutes les permissions de Bernard, ou peut-être que je le rencontrerai, que je ferai une interview avec lui, de façon à présenter vraiment tout le travail qu'il a fait, toutes les recherches qu'il a fait, et qui pourrait intéresser des gens, parce qu'il a fait un travail magnifique par rapport à l'enseignement du bon fin, du maître Omram. Et voilà. Mais je ne pourrais présenter ces choses-là qu'avec son feu vert, ce que je n'ai encore pas eu. J'ai de très bonnes relations avec lui au téléphone. C'est un homme très gentil, très positif, mais j'attendrai d'aller plus avant pour, dans le prochain chapitre, je l'espère, pouvoir présenter tout cela. Et puis, grâce à l'aide d'un ou d'une certaine Emmanuel, qui m'a contacté, donc, mais sans m'en dire plus, j'ai trouvé aussi Sarah et Pierre-Jean. Et je dois préciser un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'après, on arrive au bon fin la deuxième fois. Donc c'est après le décès du maître Omram. Et on arrive au bon fin avec tous les secrets. Je suis envoyé pour être permanent et pour corriger des choses au bon fin. Mais bon, j'arrive dans un milieu que j'ai quitté depuis des années. Je n'étais venu que 2 fois et je connais fort peu les lieux et encore moins les gens. Même si j'ai eu des super rencontres avec certaines personnes dans le passé, comme Yannick Percherencier, comme Blagost, Sœur Chouette, on l'appelait Sœur Chouette, qui était la maman de Blagost. Et donc, j'arrive au bon fin, et le premier ou deuxième jour, on est au bon fin, ma copine rencontre Sarah. Et ils parlent toutes les deux. Et ma copine, elle parle un petit peu, puisqu'elle se souvient pas, mais elle sait certaines choses, c'est clair. Et donc, elle dit, ah oui, non, je pense même que c'est Sarah directement qui dit, tu n'as pas idée de ce que la firme michaélique peut faire et de ce qu'elle peut manifester. Et là, ma copine, elle est là, elle est trouée, quoi, parce que c'est une des premières choses que va dire Sarah à ma copine, alors que Sarah, elle ne sait absolument pas que ma copine est utilisée pour parler avec le maître Omram et elle a servi de point de départ pour étudier avec maître Omram avant que moi-même je ne puisse être directement en contact avec les entités, etc., etc. Et plus tard, on va donc rencontrer Sarah. Moi, je vais rencontrer Sarah. Je vais aussi rencontrer Pierre-Jean, à ce moment-là, son conjoint. 2 êtres magnifiques, ainsi que Tchoudesna, leur fille, qui est pour moi en ce temps-là, elle a une quinzaine d'années, je pense. Elle est fantastique, elle est merveilleuse, elle est adorable, elle a un regard tellement profond, une lumière fantastique. Ils ont aussi leur fille Deva, qui a 2 ou 3 ans en ce temps-là, et qui est une petite fille très sauvageonne et très très mignonne. Et puis je vais rencontrer aussi Augusta. Augusta, qui était très proche aussi de maître Omram, tout comme Sarah et Pierre-Jean, et qui m'a raconté beaucoup de choses aussi, et qui est devenue une amie très proche. Puis j'ai eu cette rencontre avec une médium qui m'avait contacté, j'en ai parlé au début du livre, Joyce Clark, et cette médium, elle est arrivée à travers le truchement d'Augusta. J'ai d'ailleurs rencontré Joyce Clark la première fois dans la maison d'Augusta. Et c'est par Augusta aussi, qui a voyagé avec le maître Omram, qui connaissait énormément de choses, que j'ai eu beaucoup de témoignages avant mon temps. Parce que je suis passé par des témoignages de Sœur Blagost, d'Augusta, enfin des gens, Madeleine Chavanon, des gens qui étaient très proches du maître Omram. Bien avant que je ne sois là, parce que ça a duré bien avant que j'arrive, évidemment. Ça a existé bien avant que j'arrive. Et je précise aujourd'hui qu'un des responsables du bon fin m'a contacté en disant que beaucoup de choses que je racontais étaient des mensonges ou des qu'en dira-t-on. Or, c'est intéressant parce que ces qu'en dira-t-on
enfin ce que les responsables du Bonfin appellent qu'en dira-t-on, ce sont des choses qui m'ont été rapportées de vive voix par Augusta, qui était avec le maître Abraham dans certains voyages. Tout comme d'ailleurs, si je me souviens bien, Sarah et Pierre-Jean, qui étaient au Québec, alors que le responsable du Québec m'a contacté en me disant que tout ce qui avait été raconté dans mon livre sur le Québec était un mensonge total. Donc c'est plaisant d'être en contact avec des gens que je retrouve dans mon passé et qui peut-être pourront avoir l'occasion d'écouter mon livre et pourront confirmer certaines choses que j'ai exposées par rapport au Québec, par rapport à ce que Augusta racontait, par rapport à tout ce que j'ai pu présenter. Encore une fois, je spécifie que pour le moment, ni Bernard Champagneur, ni Sarah, ni Pierre-Jean, peut-être qu'à un moment j'ai utilisé le prénom Frédéric, je suis désolé. Sarah s'appelait Frédéric dans le passé, elle a changé de prénom, donc moi je l'ai surtout connu en tant que Frédéric, donc j'ai pu à un moment faire la boulette d'utiliser Frédéric. Mais c'est bien Sarah Canquet et Pierre-Jean Canquet. Et tous ces gens-là, donc, du passé, ne confirment en rien, pour le moment, ce que j'ai raconté. Peut-être le feront-ils plus tard, mais pour le moment, si je parle d'eux, c'est simplement pour la joie de retrouver des êtres et des frères de lumière, qui sont vraiment tournés vers cette progression, qui ont connu les temps que j'ai connus, qui étaient là, puisque Frédéric, Sarah et Pierre-Jean sont des gens qui m'ont énormément aidé à manifester moi-même, directement en moi, le maître Abraham et d'autres entités très élevées, parce que Sarah et Pierre-Jean étaient très très doués pour me mettre en confiance, pour me stimuler, car au début, même après tout ce que j'ai étudié, la médiumnité est toujours... c'est bizarre, quoi. C'est quand même pas ordinaire, et jusqu'où est-ce qu'on invente, et jusqu'où... Donc tant qu'on travaille pour soi, pas de problème. Mais quand on commence à devenir un canal pour les autres, il y a une énorme pression, il y a un énorme chantage. J'ai aussi parlé d'ailleurs de Annie Mouret, une extraordinaire médium dont j'ai déjà parlé dans mes ouvrages, que j'ai rencontrée à Toulouse, 40 rue Labatte de Savignac. Je peux donner son adresse aujourd'hui parce qu'elle est décédée, la pauvre. Et la rencontre a été fantastique. Et cette femme m'a aussi énormément aidé pour me rassurer, pour me dire c'est très bien, vous vivez dans une direction qui est tout à fait juste. Elle m'a parlé de Madeleine Chavanon, qui était ma grande amie. Et c'est là qu'elle a annoncé le décès de Madeleine dans 6 mois, et ainsi de suite. Donc c'était une médium fantastique. Et cette médium, je l'ai connue aussi grâce à Sarah et Pierre-Jean. Donc Sarah et Pierre-Jean étaient des professeurs, peut-être pas, mais des grands guides. Des grands guides qui m'ont énormément aidé à avancer vers tout ce que j'ai pu développer. Même si, à force d'exister dans la lumière et de progresser dans la lumière et de me battre dans l'obscurité, j'ai vu des choses horribles, horribles, que je ne souhaite à personne de connaître. Toutefois, je suis très très reconnaissant, surtout vis-à-vis de Sarah et Pierre-Jean et Augusta, qui m'ont vraiment largement entouré et encouragé à laisser venir en moi toute la manifestation pour prendre position. Puis ensuite, il y a eu aussi beaucoup Madeleine Chavanon. Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'être en contact avec ces trois-là et de reconnaître, je parle de Bernard, Sarah et Pierre-Jean, de reconnaître leur valeur de mon témoignage, non pas parce que je les associe à mes affirmations, parce que je ne suis pas en droit de les kidnapper sur mon livre et d'utiliser leur nom pour dire « Ah, vous voyez ce que j'ai dit sur Maître Abraham, c'est vrai » ou autre chose. Donc, je ne les positionne absolument pas dans ce sens-là, parce que nous n'avons que pratiquement pas parlé de ces choses-là pour le moment. Donc peut-être que les choses viendront dans le futur, mais c'est tout. Mais je suis déjà très heureux d'être en contact avec une partie de mon passé, grâce à une bonne âme qui a utilisé mon livre pour finalement me mettre en contact avec Sarah Canquet, de Sarah Canquet, Pierre-Jean, la famille. J'ai entendu dire que Deva était devenue
a un nom beaucoup plus long que j'ai oublié, je suis désolé. Moi, je la connaissais en tant que petite, on l'appelait toujours Deva. Elle est devenue d'ailleurs une assez grande pianiste qui fait des concerts dans plein de parties de l'Europe. Donc là aussi, j'essaierai de vous donner des suites parce que c'est cool d'être en contact avec des gens comme ça qui sont vraiment tournés vers la lumière et vers l'honnêteté. Et voilà, une des premières choses que je voulais apporter sur le passé. Et je pense que de cela, je n'hésiterai pas même à me déplacer dans leur pays. Enfin, ils sont en France, mais ils sont loin en France. D'abord parce que je les verrai avec le plus grand plaisir, parce que ce sont des gens pleins de lumière et pleins de gentillesse, pleins d'honneur et pleins d'amour. Et aussi parce que peut-être que j'aurai l'occasion de faire des interviews et par rapport au bon fin, et je pense que ça peut être très intéressant, mais aussi par rapport à l'œuvre, le travail de Bernard. Enfin bref, nous reverrons tout cela dans le détail, si j'ai l'occasion de travailler avec eux directement et les interviewer pour faire plusieurs chapitres qui pourraient être, j'en suis sûr, très très intéressants. Et nous verrons bien l'évolution des choses. Et s'il n'y a pas d'évolution du tout, tant pis. C'est vrai que j'ai apporté des choses sur Maître Omram qui risquent de déplaire à des gens qui étaient très proches de Maître Omram et qui ne voudraient peut-être pas entendre certaines choses. Donc, affaire à suivre, on verra bien. Pour le moment, le plus ouvert, c'est Bernard Champagneur qui a vraiment envoyé des courriers d'une gentillesse et d'un amour total. Et ça, c'est super. Et en plus, ce sont mes aïeux, ce qui me fait plaisir, parce que quand on a mon âge, ça fait plaisir de rencontrer. Je me souviens de Madeleine Chavanon, qui parlait toujours d'un ancien président de la République, j'ai oublié son nom, et qui disait toujours que quand elle allait voir ce président de la République, le président de la République l'appelait la môme, ou la gosse. Je crois que c'était la gosse ou la môme, quelque chose comme ça. Et son majordome, Xavier, un Espagnol, était choqué d'entendre Madeleine Chavanon être appelée la gosse ou la môme. Et elle rigolait, parce qu'elle avait déjà 85 ans. Elle disait, mais laissez-le, c'est le seul qui peut m'appeler comme ça. Laissez-le m'appeler comme ça. Et ben voilà, maintenant je suis à peu près dans la même situation. J'adore rencontrer des aïeux, parce que ça ne m'arrive pas tous les jours, et ça me fait très plaisir. Donc je vous tiendrai au courant pour vous dire s'il y a une suite, de quelque forme que cela soit, avec eux. Je voudrais maintenant vous parler d'un deuxième événement que je trouve très important et qui s'appelle L'avertissement. Alors c'est un livre qui est sorti récemment, je pense, au sujet des humites. Alors, qu'est-ce que sont les humites ? Ce serait donc, en théorie, une race d'extraterrestres qui aurait commencé à envoyer des lettres à des Espagnols, à des Français, et après c'est apparu dans plein de mondes, plein de pays différents. Alors, l'histoire des humites, c'est très très tordu. C'est très tordu parce qu'il y a des preuves évidentes que c'est une escroquerie. Et en même temps, vous avez des gens extrêmement intelligents, dont un scientifique français, j'ai oublié son nom maintenant, bon, ça ne me revient pas en esprit, qui a travaillé sur la MHD et qui est un génie très très en avance sur son temps et qui exprime avoir eu plein de découvertes. Jean-Pierre Petit, voilà, et qui a découvert plein de choses grâce à l'enseignement des humites et la lettre des humites. Donc là, c'est quand même très embêtant. Parce que Jean-Pierre Petit, il est petit que par son nom. Pour tout le reste, c'est vraiment un très très grand personnage, d'un dynamisme et d'une volonté fantastique. Et en même temps, par exemple, l'affaire humide, ça dure depuis 50, 60 ans. Donc une escroquerie avec des milliers de pages. Oui, c'est complètement tiré par les cheveux. J'ai lu plein d'articles, barge, il n'y a pas d'autre terme. Et au milieu de tout ça, il y a des choses extrêmement intelligentes. Qui peut lancer une escroquerie pendant plus de 60 ans ? Qui peut clouer sur place un Jean-Pierre Petit, un des plus grands chercheurs de l'Europe et du monde ?
qui peut apporter des informations sur l'espace et sur le cosmos en 1950 à peu près, qu'on va pouvoir découvrir et confirmer en 2000 ou 2010 ou 2015. Donc c'est un ensemble de dossiers, c'est un dossier qui a un ensemble d'incohérences et de cohérences époustouflantes. Et là, il faut mélanger entre les deux. Alors, quelle est ma position par rapport aux humites et plus précisément, quelle est ma position par rapport à l'avertissement, ce livre des humites écrit par un monsieur qui a trouvé un nom spécial pour cacher son identité. Donc déjà, l'auteur, il utilise un faux nom, un nom de plume, ce que je ne critique pas, hein, parce que mon nom Yichuan, ce n'est pas mon nom officiel, c'est mon nom que j'ai reçu il y a très longtemps, que j'ai réutilisé parce que j'ai tellement été harcelé et insulté en France que mon nom officiel est devenu comme une insulte pour moi. Donc j'utilise toujours mon nom inspiré. Lui, il a un nom inspiré qu'il a trouvé parce qu'il ne veut pas déranger ses enfants. Ok ? Il ne veut pas qu'on fasse de lien. Mais en même temps, il va apparaître sur tous les YouTube channels, partout, en présentant son livre, en étant interviewé, en apparaissant à visage découvert. Donc, à moins que les amis de ses enfants soient tous aveugles, le protocole est complètement délirant. C'est vraiment le secret de Polichinelle. Donc déjà, cette présentation-là, d'entrée, me dérange, parce que c'est une insulte à l'intelligence. Le livre lui-même est écrit d'une façon brillante et l'auteur a beaucoup d'humour. Il a un joli style et il mélange des effets techniques compliqués et une conversation très simple et très humaine et très humoristique. Donc c'est assez léger à lire. Maintenant, le fond de ce livre, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tout ce qui est présenté, c'est vraiment le beuh-à-bas du beuh-à-bas du beuh-à-bas. Je veux pas être fanatique, hein, mais je veux dire, allez voir les enseignements du maître Peter de Nov, allez voir les enseignements du maître Omram, écoutez mon livre et vous apprenez 10 fois plus, 50 fois plus que dans ce livre. Donc, provenant officiellement, puisque le monsieur écrit tout l'enseignement, toute la manifestation des humites, en tout cas il essaie de faire un condensé, pour une civilisation qui a des milliers, c'est pas des millions d'années d'avance, c'est léger quand même, hein, c'est très très léger. Et dans ce livre, évidemment, c'est complètement New Age. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout parler du travail humanitaire, on ne va pas parler du tout du végétarisme, on ne va pas du tout parler de la façon de manger, on ne va pas du tout parler de la cigarette, on ne va pas parler de l'alcool. On ne dérange personne, on ne choque personne. La seule chose qu'on va expliquer, c'est que l'humanité va s'écrouler, que les gens doivent être prêts et qu'on doit faire une espèce de cérémonie de méditation pour demander de l'aide environ 20 minutes par jour et que pour ceci, il faut s'harmoniser tous ensemble pour être capable d'envoyer la même vibration. Entre 7 et 20 personnes, je pense. Ce qui est extrêmement dangereux et totalement New Age, parce qu'à partir du moment où on a fait ça, on n'a pas besoin d'intervenir dans le monde, on n'a pas besoin d'être végétarien ou d'être végétalien, on n'a pas besoin de faire attention à la pollution, on n'a pas besoin d'aider autrui, on n'a pas besoin... puisqu'on fait ces 20 minutes de méditation pour appeler nos frères extraterrestres pour que les choses changent. Et là, ça devient un speech très dangereux, hein, puisque, encore une fois, c'est du New Age. C'est du New Age. Le New Age, par définition, est fait pour que la fraternité ne produise rien. Pour que la fraternité ne produise rien. Et pour que toutes les fraternités, je parle en général, la spiritualité ne produise rien. Or, pour moi, les guides disaient il n'y a pas de fraternité sans fraternité entre les fraternités. Et les fraternités, c'est aussi même les fratries, les familles, les gens qui ont faim, qui ont soif. Soyez le changement que vous souhaiteriez voir sur Terre. Au moins cette petite phrase dans le livre. Même pas. Et si on parle de se réunir à une vingtaine de personnes pour envoyer une onde dans le ciel de prière, de demander de l'aide d'une façon cohérente, je suis désolé, sans être fanatique, de dire que le maître Peter de Nov, il a créé la panérythmie, qui est un exercice 1000 fois plus puissant, qui est pratiqué depuis 1900,
qui a été ensuite aussi pratiqué au Bonfim et dans de divers endroits, pas simplement dans divers endroits en France, en Bulgarie. Donc, par exemple, les humites, ils pourraient dire, inspirez-vous du travail de la paneurythmie, par exemple. Pan, la connaissance, l'incarnation de la divinité sur Terre. Le cosmos, rythme, le rythme du cosmos et de l'intelligence manifestée sur Terre. C'est pas mal comme programme, hein? Donc, je suis sûr que la paneurythmie n'est pas le seul exercice, je ne peux pas tout connaître dans le monde. Il y a aussi des exercices de tai chi qui sont fantastiques, mais qui ne sont pas tournés dans ce sens-là. Celui que je connais tourné vers les qualités humaines et l'élévation de conscience, c'est plus la paneurythmie de tout ce que je connais. Mais je ne connais pas tout, donc certainement il peut exister d'autres exercices. Et là, les humites, qui connaissent tout sur notre civilisation, qui sont super avancés, ils vont juste dire de se réunir et de méditer 20 minutes. Voilà. Et là, pour une civilisation cosmique, vous me décevez les humites. Hein. Franchement, venir de si loin pour dire des choses si simples et si dangereuses par rapport à la fainéantise, par rapport au non-agissement, à ne pas corriger sa diète, sa nutrition. Franchement, je suis très 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 déçu, messieurs les humites. Je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à mieux. Par contre, la chose qui est très exacte, c'est que l'humanité, contrôlant vraiment le monde, ils ont calculé de prendre le contrôle de l'humanité par un écoulement financier. Et ça, dans le livre, c'est présenté comme étant un avertissement, c'est donc même le sens du titre, l'avertissement, des humites qui vont prévenir l'humanité pour ça. Ceci étant, j'ai un doute, parce que l'écrivain lui-même est très branché sur la comptabilité mondiale, et il dit que c'est son cheval de bataille, et qu'il connaît très bien. Donc là, est-ce que c'est les humites ou est-ce que c'est lui directement ? Par contre, effectivement, il parle d'un plan qui existe absolument, et qui consistera en un écoulement financier du monde dans les prochains mois, prochaines années, prochaine décade, grand maximum, et ça m'étonnerait. Je pense qu'on peut mettre au maximum dans environ 5 ans, 6 ans maximum, parce qu'en fait, le système financier est tellement instable que dès qu'on aura une crise, un satellite qui tombe, un météorite qui tombe, un tremblement de terre, un truc dur pour l'humanité, l'ensemble de l'humanité va s'écrouler puisqu'il n'y a plus d'argent. Tout l'argent scriptural qui existe dans le monde est un argent fictif. Et actuellement, l'Amérique achète des très très grosses parties de l'or mondial. Donc ça veut dire que les États-Unis prévoient d'organiser un écoulement financier ou d'y prendre part et de reprendre le contrôle du monde entier grâce à ça, ce qui est tout à fait un protocole américain. Alors il y aura un écoulement financier, plus d'argent, plus de nourriture dans le supermarché, plus d'eau, plus d'électricité, plus d'armée, plus de police. Ce sera la guerre civile. Tout le monde s'entretuera. Et après des carnages où une bonne moitié de l'humanité disparaîtra en quelques mois, sans utiliser d'armes atomiques, sans utiliser l'armée, hein. Chacun tuera tout le monde, voilà. Tout le monde tue tout le monde gaiement. Et au bout d'un moment, les États-Unis reprendront le contrôle en disant, voilà, il nous faut un gouvernement mondial, les pays n'ont pas suffi, on va reprendre le contrôle de tout avec un gouvernement mondial, avec un contrôle complet, pour recréer la paix et l'harmonie dans le monde, et on entrera dans une nouvelle ère de paix et d'harmonie à la mode 1984. Et ça, c'est l'essence même de l'avertissement dans le livre, l'avertissement. Et là, encore une fois, c'est pas faux, c'est quelque chose qui existe et qui va arriver. C'est même pas est-ce que ça va arriver, c'est juste quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. Oui, c'est dans le livre, c'est très bien. Est-ce que c'est vraiment les humites comme c'est présenté, ou est-ce que c'est le calcul du monsieur ? Maintenant, la solution des humites, réunissez-vous et appelez de l'aide, demandez de l'aide. Donc en gros, priez quoi. Waouh, c'est nouveau ça, on ne me l'avait jamais fait celle-là. On ne l'avait jamais faite celle-là.
Et grâce à ça, il va y avoir des transformations, les extraterrestres vont aider. C'est quand même très léger, hein, c'est quand même très léger. Pour un peuple cosmique, moi je trouve ça très 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 léger. Si je dois parier de l'argent entre un gouvernement mondial qui va prendre le contrôle total ou l'humanité qui va changer grâce aux extraterrestres qui vont venir nous aider parce que des personnes 20 par 20 se sont harmonisées pour appeler au secours, je ne veux pas vous dire où est-ce que je veux mettre mon argent parce que vous allez être très déçus. Et encore une fois, c'est un protocole New Age, c'est-à-dire que c'est tout un livre qui veut faire une révolution, l'avertissement, attention, le danger est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rien, on prie. On appelle du secours. Ça craint quand même, hein, comme solution. J'espère qu'ils avaient d'autres solutions sur le Titanic quand même, hein, parce que comme solution, ça craint un peu, surtout une solution cosmique des humides. Donc ça aussi, c'est encore une fois, comme très très souvent quand vous allez lire des choses qui vous poussent en aucune façon à agir. Et si vous voulez qu'un jour des extraterrestres s'intéressent à notre civilisation, parce que ça, c'est pas faux, il y a des extraterrestres qui observent, il y a des extraterrestres qui sont intervenus pour empêcher de nombreuses bombes atomiques d'exploser, qui ont calmé l'explosion de Tchernobyl, par exemple, qui sont intervenus d'une façon, on va dire, militaire pour empêcher les armes atomiques. Même si ils sont intervenus comme ça, pour intervenir dans notre monde, il faudrait qu'on leur montre qu'on n'est pas des rapaces, qu'on ne bouffe pas des cadavres, qu'on n'affame pas la moitié de la population pour avoir le droit d'égorger des animaux qu'on bouffe malgré toute la pollution et tout le gâchis qu'il y a dans l'humanité. Donc, prier 20 par 20 en continuant à bouffer des cadavres, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, voyez-vous. Mais bon, c'est peut-être mon esprit négatif. Il faut être clair sur le sujet. Je suis très très négatif parce que je suis très très réaliste. Même en étant avec les guides et Omram et toutes ces choses-là. Alors à travers ce speech, je laisse les humides maintenant parce que je voudrais juste rappeler combien, c'est pas tellement les humides qui sont dangereux, mais le New Age. L'incapacité de faire des choses, l'incapacité de s'organiser, l'incapacité de devenir le changement que nous voudrions voir sur Terre. C'est mon affaire. C'est ton affaire, c'est notre affaire. Et si nous produisons des choses un peu dignes et honorables, au moins dans certains endroits, alors se pourrait-il que des extraterrestres disent « ceux-là, ils méritent de l'aide ». Avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils accomplissent, ils méritent de l'aide. Avec peut-être aussi des prières, de la panorhythmie, ou toute autre forme d'invocation. Mais c'est étrange de savoir que, par exemple, les crop circles, si vous voulez comparer à de la panorhythmie, allez sur Internet. Regardez des sites où il y a des gens en Bulgarie qui dansent la panorhythmie. Et vous voyez un crop circle en action. Et c'est étrange de penser que lorsque les gens, à chaque fois qu'ils dansent un mouvement de la panorhythmie, c'est basé sur une qualité, sur une certaine vibration, sur un certain mouvement corporel qui va dans cette vibration. Et que si on est entièrement dans ce sens-là, c'est clair qu'il y a des émanations très fortes qui vont vers l'espace. Quand il y a des centaines de personnes qui sont réunies en Bulgarie, au 7 lacs de Rila, la dernière fois qu'ils ont fait une, c'était 1500 personnes pour la panorhythmie. Ça fait du monde qui dégage des idées pures, des pensées pures, avec des mouvements purs, avec une musique pure. Tout ça, c'est quand même un joli crop circle. C'est un peu comme si nous, les extraterrestres, on vous parle à travers les crop circles, et le maître Peter Donov, lui, il a trouvé la solution d'utiliser les crop circles pour parler au cosmos, aux frères Augustes, comme il les appelait lui-même, et comme je les appelle aussi, les frères Augustes. Donc la solution des humides, c'est léger quand même, hein, c'est très léger, et surtout c'est très New Age et très improductif. Ne vous mouillez pas, ne faites rien, ne donnez pas à manger à ceux qui ont faim, ne mangez pas correctement, ne vous comportez pas correctement.
Évidemment, évidemment. Et moi, je connais beaucoup de gros bip bien puants qui peuvent lire ce livre. Et ma foi, s'ils sont ouverts sur l'idée des extraterrestres, eh ben ce livre n'est pas choquant. Hein. Si ces mêmes personnes écoutent mon livre, ils vont être outrés. Quand je parle de végétarisme, de véganisme, végétalisme, je pense en français, d'aider les autres, d'agir, de prendre position, d'avoir du courage, ils sont choqués parce que toutes mes décisions que j'expose sont des agressions pour les gens normaux, feignants, égoïstes de ce monde, c'est clair. Mais les humides, ça va, vous pouvez lire, il n'y a aucun problème, pas de danger, pas de problème. Alors par rapport aux anciens frères et sœurs du Bonfim, eh bien, l'exemple de Sarah et Pierre-Jean Canquet et de Bernard Champagneur, eh bien, peut-être que d'autres personnes du Bonfim auront envie de parler aussi et de me contacter, auront envie de parler, de me contacter, de façon à témoigner aussi. Et je vous invite à témoigner sur ce qui a pu se passer, sur ce que vous avez pu témoigner, même si ce sont des histoires différentes. Hein. Grâce à Bernard Champagneur, j'ai entendu beaucoup parler de Natacha Collézard, qui vient du Québec. Je viens du Québec, je te dis. Je trouve que c'est un pays drôlement chouette. Et Natacha Collézard, c'était une femme très, très médium et assez brillante, assez frimeuse, j'ai trouvé, toujours assez frimeuse, mais bon, qui jouait beaucoup à la star, à l'élite, au Bonfim, mais aussi très inspirée. Et donc, elle a créé une fraternité, et elle a fait un travail fantastique aussi au Québec. Et évidemment, le Bonfim s'est totalement fermé au travail fantastique de Natacha Collézard. Natacha Collézard est décédée d'un cancer, je crois. J'ai oublié. Et encore une fois, c'est triste de voir que le Bonfim a totalement, l'autorité de la vue, a totalement nié le travail de Natacha Collézard, qui a pourtant été un travail fantastique, qui existe toujours après le décès de Natacha, et qui a été totalement rejeté, effacé, parce qu'il y a toujours ce pouvoir écrasant. Bien peut-être qu'il y a des gens de la fraternité de Natacha Collézard qui veulent aussi témoigner sur ces choses-là. Tout qu'il y a peut-être des anciens frères et sœurs du Bonfim qui veulent témoigner, qui ont pu me connaître dans le passé, qui ont pu connaître certaines choses, ou qui ne m'ont pas connu, mais qui peuvent témoigner de certaines choses. Parce qu'il est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont été écartés. Des gens du Bonfim qui ont été écartés parce qu'ils dérangent, parce qu'ils ne sont pas à genoux devant le pouvoir total. Donc je pense que pour éviter tous ces dires que je peux mentir ou apporter des choses, des mensonges, des manipulations, eh bien inviter des gens qui auraient à un moment le courage de parler, de dire ce qu'ils ont à dire, d'exprimer ce qu'ils ont à dire, moi je trouverais ça fantastique, franchement. Donc si certains d'entre vous, que vous me connaissiez ou pas directement, vous avez envie d'apporter votre sauce et de corriger des choses, même si vous êtes en désaccord avec moi, hein, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas peur de l'autorité, que vous ne mentiez pas par peur, mais que vous disiez la vérité, toute la vérité. Et peut-être, au moins, sur cet aspect-là, aurais-je le témoignage de Sarah, qui était donc la fille, qui est toujours la fille d'Augusta, qui est présentée par la responsable du Bonfim comme une menteuse totale, ainsi que d'ailleurs Sarah et Pierre-Jean, puisque eux-mêmes étaient au Québec, donc ils m'ont rapporté des choses, et les responsables du Québec m'ont dit c'est absolument faux, ça n'a jamais existé, c'est pas vrai. Ok, il y a beaucoup de choses que j'ai prises qui viennent de, je n'ai pas noté les noms, hein, mais qui viennent de choses que m'a raconté Pierre-Jean, Sarah, Augusta, Madeleine Chavanon, dans d'autres histoires. Donc il y a des gens qui sont décédés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas.
et qui peut-être pourrait confirmer certaines choses ou avoir le plaisir de dire, de claire voix directement en disant voilà, moi j'étais là, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et de témoigner. Ça peut être superbe. Et s'il y a des choses qui m'ont été rapportées sur les moments où je n'étais pas là et qui ont été déformées par les légendes, eh bien tant mieux que les gens soient là pour rapporter des événements véritables. Moi, ils sont absolument les bienvenus tant qu'ils ne vivent pas sous la terreur de l'autorité bonfinoise. Et qu'ils soient capables de dire toute la vérité et rien que la vérité. Et même si ça contredit certaines choses que j'ai dites, puisqu'il y a des choses, forcément je les ai dites à travers des témoignages qui m'ont été passés, parce que j'étais pas là. Moi je suis arrivé en 1982-83, j'ai oublié, donc presque à la fin de la vie de Maître Amram, et tout le reste qui est derrière, je l'ai appris qu'en étant très ami avec plein de gens qui ont été là pendant longtemps. Donc les témoignages d'anciens frères et sœurs, ça peut être quelque chose qui pourrait se révéler très intéressant et qui changerait un petit peu toujours de ma voix à moi. Ok, et nous allons passer outre ce sujet pour aller maintenant vers autre chose qui me semble aussi très très important. Parce que dans mon travail de psychologie, j'ai travaillé sur les pervers narcissiques. Et je travaille sur les pervers narcissiques dans mon travail parce que j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi qui ont été des victimes de pervers narcissiques. Et donc je leur ai exposé toutes des analyses qui sont faites sur YouTube. J'ai essayé de trouver des choses plus intéressantes en anglais, puisque ce sont des gens anglais. Et ce faisant, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. C'est que le pervers narcissique, tel qu'il est présenté aujourd'hui, eh bien, et ça c'est époustouflant de voir cette chose, il est très 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 proche d'un maître spirituel. Non pas qu'un maître spirituel est un pervers narcissique, entendons-nous bien, mais de la façon dont c'est tourné aujourd'hui, le pervers narcissique correspond fantastiquement bien à un maître spirituel. Et là, encore une fois, nous avons affaire à une manipulation et une intoxication idéologique. Si je reprends la guerre de 39-45, quand on décrit les Juifs, ce sont des monstres. Un grand nez, des cheveux noirs, ce sont des monstres. Mais ce ne sont pas des monstres, ce sont juste des Juifs. Donc moi, les Juifs, je ne suis pas très copain avec eux à cause de ce qu'ils font aux Palestiniens. J'ai une petite tendance BDS. Donc oui, c'est vrai que j'aime pas du tout les Juifs par rapport à ce qu'ils font aux Palestiniens. Mais un Juif qui n'est pas sioniste et qui n'est pas pour le crime que fait Israël, moi, ça peut être un de mes meilleurs potes et j'adore les Israéliens ou les Juifs, devrais-je dire, la culture juive et la langue. Et vraiment, ça a été une passion dans ma vie. Maintenant, j'ai beaucoup oublié, mais ça a été une passion dans ma vie. Ceci étant, si en 39-45 c'était normal de trouver qu'un juif puait et qu'il méritait la mort, c'est quand même une manipulation, c'est un mensonge. Parce que ce sont des êtres humains qui méritent le respect et l'amour comme tout être humain. Les Palestiniens aussi. Mais bon, c'est une autre histoire. Eh bien aujourd'hui, si on déforme le pervers narcissique vers les speeches très simples qui sont présentés sur Internet, eh bien, on voit dans la description d'un pervers narcissique un parfait maître spirituel. Donc, en d'autres termes, quand vous êtes un maître spirituel, vous êtes un pervers narcissique. Alors moi, dans ma vie, un jour, j'étais accusé d'être un pervers narcissique par mon fils. Je vous ai raconté il y a longtemps mon fils qui s'est envoyé en l'air avec ma copine pendant que j'étais en prison. Et évidemment, pour pouvoir affronter cette chose-là, ils ne peuvent pas dire après on est pourri. Donc ils ont besoin que moi je devienne un monstre pour justifier leur action. C'est normal, c'est ce qu'on appelle tuer le père en psychologie. Ah là, c'est vraiment dans le sens propre du terme, dans tous les sens. Et plus tard, quand j'essayais d'éclairer un peu mon fils en lui disant mais réalise un petit peu, c'est normal que tu es obligé de me salir, de me traiter dans la boue,
pour justifier ta position. Il me dit, mais bon, j'ai vu avec mon thérapeute, tu es un pervers narcissique. Donc à ceci, j'ai rigolé, je lui ai dit, mais tu sais même pas ce que ça veut dire, gamin, donc calme-toi. Et après, je n'ai pas été tellement plus loin dans la conversation, parce que quand on arrive là, on dit, ok, non seulement tu baises ma copine, mais en plus je suis pervers narcissique. C'est cela même, tout va très bien. Mais récemment, en regardant certains documentaires en anglais que j'ai vus sur les pervers narcissiques, finalement, je comprends l'attaque tout à fait injuste et méchante et tentative de déculpabilisation de mon fils, mais je comprends tout de même. Parce que tel que c'est présenté aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, tout est gris. Qui suis-je pour dire qu'une chose est blanche ou noire? Tout est gris. Qui suis-je pour savoir? Qui suis-je pour dire non à quelqu'un? Qui suis-je pour avoir une connaissance? Maître Omram, très souvent, il disait « les chrétiens sont des crétins ». Bon, ça ne fera pas plaisir aux chrétiens, mais bon, il disait souvent ça, je suis désolé, les chrétiens sont des crétins. Oh, quel jugement! Il met en bas, il descend tous les pauvres chrétiens, il juge, il se place au-dessus des autres, perverse narcissique. Et puisque finalement, quand quelqu'un n'écoute pas votre speech, il est un pervers narcissique. Quand quelqu'un impose une opinion, il est un pervers narcissique. Quand quelqu'un ne supporte pas que vous disiez non, par exemple, vous voulez manger de la viande et je vous dis non, c'est con. Non. Laisse-moi t'expliquer, la soif dans le monde, l'eau, la pollution. Donc, j'accepte pas votre opinion, j'impose la mienne. Pervers narcissique. Et comme on a poussé les gens à être insipides, incolores, indolores, ce que moi j'appelle le rapport Google, tout est gris. Ah oui, tu manges de la viande, mais c'est merveilleux parce que moi j'adore les gens qui suivent leur intuition et qui sont bien avec leur intuition. Non, mais moi je suis végétarien, mais je ne peux pas dire que c'est bien de manger que des végétaux. Je veux dire, c'est juste mon ressenti, quoi. Mais moi je respecte complètement que tu manges de la viande parce que c'est merveilleux de suivre son intuition. Et puis, tu es tellement fantastique et tu es en paix, ça se voit. Donc voilà, c'est super, quoi. Et puis, de toute façon, chacun a son opinion. Hein. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Tout est gris, hein, finalement. Il ne faut pas... Et voilà. Donc ça, c'est le rapport Google, hein, c'est-à-dire sur Internet. On vous apprend à devenir insipide, indolore, incolore, sans opinion, sans décision, sans action, tout comme le livre d'ailleurs, l'avertissement. Hein. Et moi je dirais, l'avertissement, c'est faites attention de ne pas devenir Google New Age. Avec rien. De rien, de rien. Et ce qui importe dans l'histoire, c'est de pouvoir exister. C'est de pouvoir exister, c'est de pouvoir être clair par rapport aux choses qu'on avance. Et la différence entre le maître spirituel ou l'élève spirituel, au moins le disciple, l'avancé, l'expert d'une chose ou d'une autre, et le pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique, il va imposer des choses, mais il ne pourra pas les démontrer, puisqu'en fait, c'est son opinion qui devient une loi absolue. Et là, on entre dans un courant très dangereux, c'est qu'un maître spirituel, il connaît des faits physiques, des faits spirituels, mais qui ne sont pas des opinions, qui sont des faits. Et le pervers narcissique, lui, il se comporte comme un maître spirituel, mais il prend ses opinions comme des faits qu'il va imposer auprès de tous. Donc, dans la présentation qui est faite aujourd'hui, eh bien, toute personne qui a une opinion arrêtée, comme on dit arrêtée, hein, par exemple sur la viande, eh ben, c'est le début d'un pervers narcissique. Et toute personne qui est incolore, indolore, inodore, pavador et floflodor, c'est-à-dire rien, quoi, eh bien, c'est un mec super cool. On peut discuter avec lui et il est d'accord sur tout parce que de toute façon il n'a aucune opinion parce que qui on est pour savoir quoi que ce soit. Moi ça fait 60 ans que je vis sur Terre, mais vous savez quoi? Je sais rien, je sais pas, j'ai rien vu, je suis au courant de rien, Ichi, mais qu'est-ce que t'es ouvert? Ah bah oui, mais c'est important d'être ouvert parce que
qui pourrait dire qu'il sait quoi que ce soit? Je veux dire, moi, ça fait 60 ans que je ne sais pas. Voilà, je vois rien, j'ai rien accompli. Ah, toi non plus. Oh, c'est super que tu acceptes. Oh, c'est fantastique. Bah, moi non plus, je n'ai rien fait. Voilà, je suis comme ça. Et... Bah non. Alors, si je suis comme ça, je suis super cool. Si je dis, non, oui, je suis un expert d'arts martiaux, bah oui, j'ai quand même le plus haut titre au monde des arts martiaux. Et j'ai quand même commencé en 1966. Donc, à moins d'être vraiment très, très, très con, bah aujourd'hui, je connais tout sur les arts martiaux. Oh là là, quelle arrogance! Quelle arrogance! Pervers narcissique! Oh là là! Bah non, depuis 1966, à moins d'être très, très con, je veux dire, vous comprenez quand même. Eh ben non, c'est interdit. Et quand les gens me disent quelle est ton opinion sur les corps quand je dis j'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. J'en ai analysé suffisamment dans plein de pays pendant assez longtemps, j'ai pas une opinion, j'ai une connaissance, pas une opinion. Alors, c'est comme si vous disiez à un docteur alors quelle est votre opinion sur cet homme? Votre opinion est qu'il est diabétique ou pas? Je dis c'est pas une opinion, c'est un fait, il est diabétique. Vous voyez, il a un taux de glucose qui est de glycémie qui est déséquilibré dans le sang. Il a une neuropathie galopante et je sais pas quoi, double rétinopathie proliférante aux yeux. Tout ça, c'est diabétique, c'est pas une opinion, c'est un fait. Oh là là, quelle arrogance, quelle arrogance. Donc aujourd'hui, on a tellement mélangé les opinions qui proviennent de gens qui sont tellement dans leur cinéma qu'ils projettent leur opinion comme une vérité absolue, et les gens qui ont des vérités parce qu'ils connaissent des faits, qu'ils sont les fruits d'un travail de dizaines d'années, eh bien on les met tous dans le même sac, c'est tous des pervers narcissiques. Et là on peut voir à quel point on a manipulé l'évolution humaine, puisque finalement le crétin parfait, qui ne connaît rien, qui n'a rien vu, qui ne sait rien, qui est indolore, inodore, blablabla, eh ben il est pas mal. Il est cool, il est positif. Par contre, toute personne qui sait et qui connaît, qui va prendre position, ah, bah celui-là, il est plutôt pervers narcissique quand même. Hein, il impose ses opinions, et il dit même qu'il sait. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comme il est malade, ce mec? Ben ouais, mais attends... Après 50 ou 60 ans sur Terre, si tu sais toujours pas, je sais pas, va voir ton docteur, fais-toi déboucher les oreilles, enfin, fais quelque chose, réagis. Achète-toi des lunettes ou des écouteurs, enfin, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Eh ben non, c'est normal. Ah, mais moi, comme Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Ah, mais Jean Gabin, comme maître spirituel, on a trouvé mieux quand même, hein. C'est pas la plus haute catégorie quand même, donc c'est pas la référence absolue. Ah oui, mais c'est passé à la télévision des milliers de fois, donc ça devient une vérité. Eh oui. Donc le speech du pervers narcissique, alors attention, il y a le pervers narcissique, il existe absolument, hein. Et c'est une maladie très grave, et c'est surtout beaucoup plus grave pour les victimes de pervers narcissiques. Mais si on parle de la maladie, c'est-à-dire de quelqu'un qui est incapable de dialoguer, et quand on l'invite à dire « Ok, alors démontre-moi les faits ». Il y en a un qui sourit, qui dit « Mais évidemment, c'est une question très, très logique, et attends, je te présente les faits ». Et ça va être 2 heures, 3 heures, 4 heures d'explication avec des faits. Et ça, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, c'est un expert, c'est un maître spirituel, c'est ce que vous voulez. Et puis il y a l'autre qui dit « Mais tu oses me demander des faits, tu oses me demander de me justifier, mais tu me prends pour qui ?» Ça, c'est le pervers narcissique. Donc c'est vrai que tel que c'est présenté dans la société d'aujourd'hui, c'est très proche. La réalité, c'est qu'un maître spirituel, il saura vous écouter. Il saura répondre à vos questions. Un pervers narcissique est totalement incapable de vous écouter. Il répondra à côté de vos questions, puisqu'il aura entendu de votre question un mot-clé qui lui rappellera des choses dont il veut parler. Il vous détruira, vous serez son faire-valoir, de façon à ce que lui puisse briller. Un maître spirituel,
n'acceptera pas vos idées délirantes. La cigarette, ça fait du bien. Comme j'ai rencontré les gens, ça prouve rien. La cigarette, c'est bon. Ça ouvre mes alvéoles. Ouais, c'est sûr, c'est un point de vue. C'est discutable au niveau scientifique, mais bon, si tu veux y croire, ça te fait plaisir. Allez, Google est d'accord avec toi, pas de problème. Donc le maître spirituel, il peut démontrer des faits et il est heureux d'entendre la question « démontre-moi ». Le pervers narcissique, la démonstration est une invitation à le démasquer, donc il ne la supporte pas et il vous brisera pour vous retirer l'envie de demander toute autre démonstration. Mais dans la présentation comme ça, si par expérience professionnelle, je vous dis que les Allemands sont hyper radins, et que s'ils ne mangent pas leur merde, c'est parce qu'ils n'ont encore pas trouvé une solution pour la cuisiner, sinon ils le feraient pour économiser de l'argent, c'est pas un pervers narcissique qui vous parle. Ich spreche auch Deutsch und ich weiß, das ist genug, ich weiß. C'est la vérité, les Allemands sont comme ça, ils ont une éducation obsédée par l'argent, tout comme les Hollandais par exemple, les Hollandais, les Allemands, mais c'est à celui qui sera le plus avare. C'est pas une décision parce que j'aime pas les Allemands. Je suis souvent en Allemagne, j'ai plein d'amis allemands, donc c'est pas vrai. Mais les Allemands, par rapport à l'argent, ils sont malades. Ils sont malades. Quand je vous parle des humites dans le passé, ça a commencé en Espagne, c'est un très gros problème parce que les Espagnols adorent mentir. C'est pas une généralisation. Oh, Edith, vraiment un pervers narcissique. Non. Hablo también español. Podemos hacerlo también en español. Les Espagnols, par exemple, si on prend le mot esperar, ça veut dire attendre et ça veut dire aussi espérer. Et bien, si vous avez un rendez-vous en Espagne, un jour, vous comprendrez pourquoi il y a un seul mot pour deux choses qui vont tout à fait ensemble. Parce que quand vous attendez un rendez-vous, vous pouvez toujours espérer, hein, c'est clair. Bon, ça fait partie de la culture espagnole. Les Espagnols sont des baratineurs. Leurs paroles n'ont pas de sens. Ils disent une chose, ils font autre chose. Ah, quand on les entend parler, ils vont refaire le monde. Mais c'est un désastre total, c'est vrai. C'est pas de leur faute. La culture espagnole est comme ça. La culture allemande, ils sont très organisés, très, très efficaces. Mais alors, le sourire, c'est en prime et ça coûte cher et on économise. Et l'argent, c'est une obsession. Sparen. Ich kann Deutsch sprechen, ich kann sagen sparen. Sparen, ça veut dire économiser. Sparen. C'est le mot-clé en allemand. C'est une vérité, c'est une réalité. C'est pas d'être pervers narcissique. Et si un jour vous me rencontrez et que vous me dites « Ok, établis ton point sur les Espagnols, établis ton point sur les Allemands, allez-y, asseyez-vous, je vais vous donner des éléments et vous allez voir. » Et vous allez voir. Qu'est-ce que vous croyez que Hitler a dit aux Allemands ? Les Juifs ont l'argent, nous on n'a rien, on crève de faim, les Juifs ont tout l'argent. C'est pour ça qu'ils ont estimé juste même de leur retirer les dents avant de les brûler, les dents en or bien sûr, de leur voler les lunettes et même les cheveux. Il fallait tout leur prendre. Parce qu'en Allemagne, l'argent c'est au-dessus de tout. Les gamins allemands, ils apprennent à ne pas utiliser plus de 3 feuilles pour s'essuyer le derrière. Et les classiques en Allemagne, que papa prenne le bain, que maman prenne le bain, que les gamins prennent le bain, toujours avec la même eau. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh là là, mais quelle horreur, c'est pas vrai, c'est absolument faux. » Arrêtez, je suis très souvent à Berlin, je suis très souvent à Heidelberg en Allemagne, j'ai enseigné à l'université de Heidelberg et j'en ai connu des centaines d'Allemands qui m'ont tous raconté la même histoire en disant « Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. » Un jour, j'ai invité, dans une classe que j'avais à Heidelberg, à l'université de médecine, j'ai invité plein d'élèves à me rencontrer. Ils avaient un grand break de 3 heures. J'ai dit, on va au café, on se rencontre, on discute pour une fois que ce soit juste pas prof-élève, que je connaisse un peu vos vies, vos noms, que je vous connaisse un peu mieux. C'est sympa, hein, c'est pas tous les profs qui font ça. Il n'y a pas un élève qui est venu. Et là, après, j'étais avec une amie, je dis, mince, il y a vraiment un problème pour moi. Elle m'a dit, non, c'est pas un problème, c'est allemand. Elle m'a dit, attends. Et 1 mois plus tard, on avait la même situation, donc on a refait la même chose.
Et on a invité les mêmes élèves, et j'avais un grand sac en plastique. J'ai dit, voilà, j'ai 3-4 bouteilles de coca, d'orangina, j'ai des verres. On se retrouve juste là, aux tables, juste derrière. Il y a souvent des tables et des bancs pour manger dans les universités. Il n'y en avait pas un qui manquait. Ben oui, parce que là, il n'y avait rien à payer. C'est l'Allemagne, c'est comme ça. La première fois, ils ne sont pas venus parce qu'il aurait fallu qu'ils payent leur boisson. La deuxième fois, les boissons sont gratuites. Il n'y en a pas un qui manquait. La première fois, il y en avait 0 de présent. C'est l'Allemagne, c'est comme ça. Je pourrais vous démontrer comme ça des milliers d'explications comme ça. Bon, eh bien, c'est pas du narcissisme, pervers narcissisme. C'est une connaissance. Je peux le démontrer. Je peux vous raconter des centaines de cas. Je peux vous inviter des Espagnols et des Allemands qui vous diront c'est tout à fait exact et qui vous expliqueront pourquoi, comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça et ainsi de suite. Oui. Aujourd'hui, avoir une opinion sur une chose, par connaissance, par expérience, c'est mal. C'est être pervers narcissique. Et alors encore plus, avoir une opinion sur ce qu'on devrait épargner pour ne pas massacrer, comme les animaux, pour éviter la pollution, et dire il ne faut pas faire ça, et dire nous devons nous comporter comme ça. Mais qui es-tu pour nous dire ce que nous devons faire? Chacun est libre, tout est gris. Qui pourrait savoir quelle est la réponse? Oh là là, quelle ferveur, quelle autorité, c'est du pervers narcissisme. Donc, ils ont réussi aujourd'hui à tourner les choses de façon à ce que toute connaissance un peu supérieure soit négative. Ce qui est positif, c'est de ne pas savoir, de n'avoir aucune opinion, incolore, indolore, et ainsi de suite. Je ne sais rien, je ne sais pas. Ah, c'est bien que tu fasses comme ça. Oh non, non, mais moi, j'ai pas d'opinion. Qui suis-je pour donner mon opinion? Je veux dire, personne n'a la vérité, hein, donc on ne sait pas. Ah oui, non, mais moi, je respecte tes sensations, c'est fantastique. Ah non, non, mais c'est merveilleux d'être comme ça. Ah oui, tu manges aussi les chiens. Waouh, ah, t'as de la personnalité, c'est merveilleux. Ah, les chats, tu les manges comme ça? Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ah non, non, mais c'est merveilleux. Qui suis-je pour te juger? Je veux dire... Ah oui, tu pêches aussi les dauphins. Ah bon, bah tu es sportif en tout cas, hein, c'est fantastique. Et puis l'air marin, ça fait du bien, c'est merveilleux. Ah non, moi je peux pas juger, je veux dire, qui suis-je pour juger? Ah non, 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 mais ouais. Et t'es pédophile? Bon, alors voilà, et puis on peut aller comme ça dans la conversation très loin, et on voit un contrôle qui n'est plus un contrôle national, mais un contrôle international de Google, qui nous amène à une insipidité totale, une transparence totale. Et c'est vrai, hein? C'est vrai, moi je me suis acheté un portable il n'y a pas longtemps, iPhone 7, je suis désolé, je ne suis pas n'importe qui. J'ai acheté ça parce que ça pourrait me guider au niveau des yeux, parce que c'est capable de faire des choses quand même électroniques assez impressionnantes. Et par jeu, il y a Siri, et je lui ai dit, OK, you call me my love now. Tu m'appelles mon amour maintenant. Et maintenant, quand je lui demande l'heure, quelle heure est-il? Alors elle me dit, ou il me dit, enfin, il est 7h45, my love, mon amour. Vous voyez, avec Google, toujours disponible, toujours prêt, toujours poli, toujours courtois. Jamais mon téléphone me dira le contraire. Hein. Je peux lui dire de m'appeler maître des multi-univers. M'appellera comme ça, hein, si je veux. C'est pas un problème. Et le fait de faire face à cette espèce d'entité esclave totale vous amène vous-même à accepter l'esclavagisme chez vous et attendre l'esclavagisme des autres. D'ailleurs, si quelqu'un n'est pas esclave en face de vous, vous le rejetez. Mais si vous-même, vous n'êtes pas esclave devant quelqu'un, vous serez rejeté aussi. Donc, ce protocole de pervers narcissique lancé dans notre société d'aujourd'hui pour toute personne qui a une opinion un peu arrêtée, sûre et par expérience, ben, ça a transformé la connaissance en une maladie, en une pathologie. Bravo. Joli coup. Donc Hitler, il avait transformé les Juifs en une maladie qu'il fallait éliminer, et aujourd'hui, la connaissance et l'expérience sont des maladies qu'il faut éliminer. L'ordinateur et Google s'occupent de ça. À vous d'être conscient de ces choses-là et de ne jamais être honteux de votre connaissance, de votre expérience.
Vous perdez votre jeunesse, mais vous acquérez de l'expérience et de la sagesse. Et votre place est tout aussi valorisante en étant plus âgé qu'en étant jeune. On se complète les uns les autres. Mais si d'un seul coup, l'expérience et la connaissance deviennent une pathologie, alors la mort, alors la vieillesse, est une pathologie qui commence à partir d'environ 40 ans et qui ne fera que gagner du terrain jusqu'à ce que vous mouriez. Enfin qu'on se débarrasse de vous, parce que vous êtes totalement inutile. Et un prix pour la société. Franchement, vive l'âge de cristal. Oui, c'est un vieux film où les gens de plus de 30 ans explosaient. Dans un jeu comme ça, on les faisait monter dans une arène et paf, ils explosaient. Comme ça, il n'y avait qu'une société parfaite de jeunes jusqu'à 30 ans. Et aujourd'hui, on arrive un peu vers ça. Donc on ne vous fait pas encore exploser, mais votre expérience et votre connaissance, c'est stérile, c'est inutile, c'est même une pathologie, hein, puisque les seuls gens qui savent, c'est ceux qui ne savent pas. C'est bien connu. Hein. Si vous dites que vous savez, vous êtes pervers narcissique. Si vous ne savez pas, eh bien vous êtes quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas, et c'est quand même super cool, parce qu'il ne sait rien. Donc il sait qu'il ne sait rien, donc il est équilibré, donc c'est bien. Et bien voilà, on va aller loin avec tout ça. Alors entre le protocole de l'avertissement, du New Age et de je sais que je ne sais pas, donc je sais que je ne sais pas, donc c'est super cool parce que voilà. Plus la valeur monétaire qui devient une fiction scripturale délirante. Non, je suis un tout petit peu inquiet par rapport à l'avenir. Pas tant que ça quand même, hein, juste un tout petit peu. Petite pointe de pessimisme peut-être. Bon, ça ira mieux la semaine prochaine. Voilà, ben, c'est normal, hein, avec les vieux pervers narcissiques. Hein. Ils sont lunatiques, hein, c'est bien connu, ils changent de caractère à tout moment. Et... Alors voilà, je suis d'humeur moqueuse aujourd'hui. Aussi parce que ça m'a fait très plaisir d'être en contact avec d'anciens frères et sœurs du passé. Et des fois, un petit clin d'œil de lumière, ben, ça permet de sourire à l'horreur de ce monde. Alors, Bernard Champagneur, le premier dont j'ai parlé au début, il m'a envoyé une petite histoire. Alors, je vais vous la raconter quand même, parce que c'est une histoire humoristique. Et moi, j'aime bien les histoires humoristiques, et je l'ai trouvée très mignonne. C'est Jésus et ses disciples qui peuvent voyager dans le futur, pour découvrir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Alors, ils traversent les siècles, comme ça, et les disciples, ils sont vraiment épatés, quoi. Et Jésus, il explique ce que c'est. Puis après, ils arrivent au XXe siècle. Et là, au XXe siècle, ils voient les TGV, ils voient les buildings, ils voient tout ça. Et là, ils sont tous époustouflés. Et Jésus, il explique tout ce qu'on peut faire. Et puis, à un moment, ils voient des espèces de coupoles sur les balcons et sur les toits, ces espèces de coupoles comme ça. Et là, les disciples, ils voient absolument pas ce que c'est, quoi. Ils comprennent pas. Alors, ils demandent à Jésus, ils disent, mais c'est quoi ces coupoles? Et là, Jésus, il dit, ah, ça, vous pouvez pas comprendre. Ce sont des paraboles. Voilà, je trouvais ça mignon. C'est une jolie petite histoire, très adorable. Donc, je vous la porte aussi. Signé Bernard Champagneur. Mais je vous la rapporte quand même dans cette petite histoire. Et j'espère que j'aurai plus d'histoires à vous raconter dans le futur, par rapport à d'autres anciens frères et sœurs du bon fin, ou peut-être ceux-là, qui ont envie d'être bavards avec moi et d'expliquer des choses. Leur connaissance et leur sagesse n'est pas une manifestation pervers narcissique, mais une manifestation de sagesse, de connaissance et d'expérience qui sera le bienvenu pour éclairer encore plus tout ce que j'ai pu apporter par rapport à la lumière, par rapport à la vérité, par rapport à l'amour, par rapport au bon fin, par rapport à Maître Omram, et tout ce qui peut être expliqué et justifié. Merci.